Felt so joyful the entire time I was there. I felt it because I was looking around at people who had the same priorities as I did, who really wanted to be there. And there was no question that everybody felt lucky to be there. We felt like we were making something because it was an atypical production. We were Vers de terre, traître, raciste, anti-blanc. Si nous vivions encore dans une société normale, ces mots auraient pu nous choquer, ils auraient même pu nous brutaliser. Mais nous commençons à avoir l'habitude. Et en plus, ces mots ne sont pas tenus par n'importe qui, ils sont pas tenus derrière un profil Instagram caché. Non, on les a tous vus être tenus par Elon Musk, l'un des milliardaires de la planète, propriétaire de Twitter, violent contre Christopher Nolan, le réalisateur du film dont on va parler dans cette vidéo, l'Odyssée. Et en fait, il n'était pas le seul. Vent debout devant la réalisation de ce film et surtout devant le casting. Il lui reprochait entre autres d'avoir pris Hélène de Troie, décrite comme étant la plus belle femme du monde par Homère dans l'Odyssée. Ben en fait, elle est incarnée par une femme noire, Lupita Nyong'o, et ça a fait bondir Elon Musk, qui pense que c'est une défaite absolue face au wokisme, que c'est la négation de la beauté de la femme blanche. D'ailleurs, il est accompagné de ça par plusieurs chroniqueurs américains. Megyn Kelly a dit qu'elle possédait, s'il vous plaît, excusez-nous. Megyn Kelly, la présentatrice américaine, là, vous vous rappelez? Bah, en fait, elle a dit qu'elle possédait l'acte de naissance de Hélène de Troie et qu'elle est sûre et certaine que Hélène de Troie, de fait, était une femme blanche. Instead of having a white woman play Helen of Troy, mythologically be the most beautiful woman in the world, and described as extremely white in the book, it's going to be played by a black woman. By Lupita Nyong'o. Not one person on the planet actually thinks that Lupita Nyong'o is the most beautiful woman in the world, but Christopher Nolan he knows that he would be called racist if he gave the most beautiful woman role to a white woman. Nolan is technically talented, he says, but a coward. Là, vous allez me dire, non mais Stevie, on sait que Hélène de Troie n'a pas existé, on veut ton avis sur le film, ces gens sont totalement fous. Non, c'est important de parler de la vision de ces gens, parce que si on ne parle pas de la vision, on peut pas savoir comment je suis entré dans la salle de cinéma pour voir ce film. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il soit fou, je pense que nous sommes tous morts. Je pense que depuis le décès de Whitney Houston en 2012, voilà, en fait le monde s'est arrêté en même temps et que nous vivons tous dans une dystopie. C'est-à-dire que nous sommes déjà en enfer et j'en ai pour preuve que pendant 2 mois avant la sortie du film, énormément de comptes conservateurs étaient vent debout contre l'Odyssée de Christopher Nolan. Pile au moment où le film est sorti, Ben Shapiro, qui est un des plus conservateurs de la droite américaine, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit « Vous êtes fous !» Mais non, le film est de l'autre côté. C'est l'un des plus grands films de tous les temps. C'est l'un des meilleurs réalisateurs. Il est avec nous. C'est notre frère. Et donc, du coup, le même film avec le même réalisateur, avec le même casting, est repris par une grande partie du peuple de gauche américain qui nous explique que c'est une boucherie conservatrice à jeter à la poubelle avec tout ce que ça compose, l'IMAX et tout. Non, on ne veut pas de ça. Le message derrière... Cette vision de l'hospitalité ne nous convient pas. It is the most conservative movie you could think of. And if you don't see it, then you are resentfully blinding yourself. Great men rise from the great unconscious to sort of guide where we are going in society. Boys will just be boys, and they need some sort of structure and guidance to force them to not be pigs. And I think that that's absolute nonsense bullshit. Et c'est donc pour ça que entre les deux, vous et moi, qu'est-ce qu'on va faire? On va plonger dans la mer parce que c'est là que se trouve le secret. Pour essayer d'y voir un peu plus clair. Le peuple de la mer, les gens du peuple de la mer. Je suis allé voir l'Odyssée avec pas mal d'appréhension. C'est-à-dire que j'aime bien le cinéma de Nolan à la base. Je regarde quasiment tous ces films quand ils sortent parce que j'en fais toujours mes petites analyses chez moi. J'en discute avec des amis. Et bon, parfois j'aime bien dormir au cinéma comme Marion Cotillard. J'ai beaucoup dormi au cinéma. Et pour le coup, en allant voir l'Odyssée, j'étais un peu perplexe. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu autant de polémiques, et je me disais effectivement que peut-être qu'on allait se retrouver dans un film un peu totalement déstructuré. J'avais peur, comme je le disais d'ailleurs sur internet, de retrouver Lupita Nyong'o quelque part en train de piler le couscous. Elle est là et pile le couscous, c'est anachronique. Zendaya en train de twerker, on voit Zendaya en pleine Grèce antique, elle est seulement là. My neck, my back, lick my... Je dis, mais Zendaya, calme-toi. Ou alors Travis Scott, voilà, il est en train de vendre de la drogue à Homer. Je partais et véritablement avec beaucoup d'a priori. Et donc du coup, je suis entré dans la salle de cinéma sans trop savoir à quoi m'attendre. J'ai lu l'Odyssée comme tout le monde, je pense, en 4e ou en 5e. Je pensais que c'était en 4e, mais je crois que c'est en 5e finalement. Avec l'Iliade, j'ai vu le dessin animé quand on était petit. Et
c'était vraiment un peu loin dans ma tête. Je suis entré là-bas en me disant, qu'est-ce que ça va donner? Et la première chose que j'ai trouvé super intéressante dans le film et qui m'a happé, c'est le peuple de la mer. C'est-à-dire que tout le film qui est à la base basé sur l'attente. Pénélope, la femme d'Ulysse, attend que son mari revienne avec son fils Télémaque. Les prétendants attendent que Pénélope décide de se marier avec eux. Ulysse, au début, attend que la guerre de Troie se termine pour pouvoir rentrer à la maison. Agamemnon, pareil. Et en fait, Ménélas, qui arrive lui aussi plus tard, lui aussi attend. Et c'est à partir de lui que j'ai commencé à faire le lien entre toutes les attentes, le peuple de la mer. Tout le monde dans le film se dit, il y a les barbares qui vont arriver, et c'est parce que les barbares vont arriver que Pénélope se presse de se dire que peut-être que s'ils arrivent, il faudra que j'épouse un des prétendants, que Ménélas a un peu peur, et quand il reçoit Télémaque, il n'est pas tout à fait sûr, il se dit, bon, la guerre arrive par-ci, par-là. C'est-à-dire que le peuple de la mer, tout au long du film, est installé comme une sorte de fantôme perpétuel. C'est la peur qui réside dans tout le monde. Ils vont venir nous attaquer. Et face à cette peur qui réside dans tout le monde, il y a le principe même de l'hospitalité grecque qui devient la ligne conductrice principale du film. La loi de Zeus. Et c'est une loi sacrée établie par Zeus qui dit que lorsqu'un étranger arrive chez toi, ben en fait, tu dois le recevoir de la façon la plus aimable possible, de façon sacrée. Pourquoi? Parce qu'il peut être justement un dieu déguisé. Pendant que lui doit te garantir une chose, respecter tes traditions, tes valeurs, ne pas te voler, ne pas être agressif. Et donc, de fait, ce contrat vous permet, en réalité, si vous êtes logique, de vivre ensemble. Parce que moi, dès que je vois quelqu'un que je ne connais pas, bah, je lui dis, viens, tu te poses, mange et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et lui, en retour, s'il se dit, bon, je mange, je te fais confiance et tout, bah, en fait, ça nous permet de vivre de façon saine. Et c'est donc comme ça que la loi de Zeus garantit à la fois l'hospitalité, et à la fois le fait d'éviter les conflits, le vivre ensemble. Tous les conflits dans le film L'Odyssée sont toujours liés au fait d'avoir à un moment donné ou à un autre brisé la loi de Zeus et de sa fille, de sa fille préférée. Ou c'est la seule fille qui reste à un moment. Pitié, les fans de la mythologie, des fois j'ai oublié, ça remonte à longtemps, mais je crois que Athènes à un moment donné c'est la seule fille qui reste quand tous les autres sont fâchés, je sais plus. Bref, en tout cas chaque fois que tu contredis la loi de Zeus, tu te retrouves dans le conflit et inévitablement dans la guerre. Et c'est exactement cette trame-là qui est extrêmement grossie dans son film, dès le premier fait majeur, à savoir la guerre de Troie. Dans l'histoire qu'on connaît tous, et d'ailleurs qui est souvent racontée de façon absolument grandiloquente, Ulysse est brillant. Il réussit presque un tour de magie extraordinaire. Pour rappel rapide des faits, les Grecs veulent envahir Troie, ils font 10 ans de siège autour de la ville, ils n'arrivent pas à percer les murs de Troie, et dans l'histoire originelle, donc du coup, Ulysse a cette idée sublime de construire le cheval de Troie, de faire entrer les Grecs dans lui-même, dans le cheval. Il y a un soldat qui reste, et c'est Sinon qui est d'ailleurs joué par Elliot Page, qui était une des autres polémiques, parce que je crois qu'à la base c'est Ellen Page, et que c'est une actrice trans, et donc du coup les gens ont trouvé ça absolument aberrant, mais en vérité, c'est un des éléments vraiment mineurs du film, sur ce qui nous intéresse. You've got Elliot Page. Hello, Ellen Page, who's masquerading very badly, by the way, as a male these days, who's going to be cast in it reportedly as Achilles, who's male. Again, the character is male, and they've chosen a fake male who's not in any way heroic. Lui, il est censé rester pour convaincre les Troyens que c'est une réelle offrande religieuse. Les Troyens font rentrer le cheval dans Troie. C'est là que dans la nuit, ils sortent. Ils trucident les Troyens, ils gagnent la guerre de Troie. On commence à voir que Ulysse, qu'est-ce qu'il a fait ? Et qui est d'ailleurs très frappant, en fait, il a brisé la loi de Zeus. Et du coup, on n'a pas ce Ulysse génial, espiègle qu'on raconte en fait souvent dans les films ou alors dans les autres adaptations. Là, on a quelqu'un de beaucoup plus torturé parce qu'il a rompu le contrat social. Et moi, j'étais assez perdu dans ce moment-là en fait. Au moment où il gagne la guerre, que Agamemnon rentre chez lui, il y a une espèce de moment de flottement d'ailleurs quand il commence à prendre ses équipes pour aller ailleurs. Je me dis mais c'est assez pâle, il n'y a pas de célébration parce qu'en vérité, et on le comprend tout au long du film, il n'y a rien à célébrer. Ulysse devient un homme rongé par la culpabilité dans les traits de Nolan. Pourquoi ? Parce que du coup il prend son équipage et il commence donc à aller vers les autres aventures. Comment est-ce que c'est très bien matérialisé dans le film par la suite, pour ceux qui l'ont vu ? Oui, parce que lui-même devient un étranger. Et c'est ça qui est d'ailleurs très bien fait, c'est-à-dire que quand il va dans Troie et qu'il les tue et tout, et qu'il coupe la fameuse tête d'Athéna. Et d'ailleurs, cette scène est remontrée à plusieurs reprises. Il brise la loi de Zeus. Et juste après, pour pouvoir rentrer chez lui, il a besoin de quoi ? Bah oui, de la loi de Zeus.
C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre le film parce que je suis allé le regarder une seconde fois. Et pour les gens qui vont me poser la question, je l'ai pas vu en IMAX. Donc du coup, il y a peut-être des plans ou des trucs que j'aurais pas compris comme les personnes qui l'ont vu en IMAX et je respecte ça parce que voilà quoi. Mais donc du coup, moi je l'ai vu 2 fois et en le revoyant une seconde fois, à partir de ce moment-là, on a Ulysse qui se sépare de Agamemnon et qui donc commence plus ou moins sa traversée du désert. C'est là qu'il a été plus fort que tous mes profs de français de l'école parce que je trouvais que j'ai appris l'Odyssée à l'école, mais je m'excuse auprès de ma prof qui s'appelait donc Madame Jeanne. Je m'excuse vraiment. C'était une Bretonne. Elle était pas très gentille, mais je m'excuse parce que ce que je vais dire est vrai. Il a été un meilleur prof qu'elle. Vous allez comprendre pourquoi il était un meilleur prof qu'elle. Moi, j'ai appris l'histoire avec plein de détails et que lui, progressivement, au fur et à mesure qu'on est dans cette mer avec Matt Damon, il nous éclaire sur un parti pris précis. C'est-à-dire que maintenant qu'il n'a plus la loi de Zeus, et il le dit d'ailleurs à l'un de ses compères, et c'est d'ailleurs assez drôle, ils vont chercher à avoir la loi de Zeus quelque part. Ils vont chercher à avoir de l'hospitalité pour pouvoir rentrer chez eux. C'est d'ailleurs assez marrant parce que c'est le pari que lui-même il fait. Il dit, bah, on va pas les suivre, on va chercher nous-mêmes à se démerder pour arriver à rentrer chez nous. Et c'est là donc que commence le fameux périple et que finalement, il va nous mettre en exergue plusieurs ersatz de la même chose. Le premier moment, c'est bien sûr avec le Cyclope que moi j'attendais beaucoup parce que l'histoire est assez marrante. Il se retrouve avec ses compagnons dans la maison du Cyclope et il commence tout de suite, et c'est super important, à manger. C'est-à-dire qu'il se sert tout de suite. Et ils vous disent d'ailleurs dans cet instant-là que la loi de Zeus dit que voilà. Et ils commencent eux déjà à s'installer, à manger et à prendre leurs aises. Sauf qu'ils brisent quelque part le respect de l'endroit du Cyclope parce que justement, le Cyclope n'est pas décrit comme un monstre dans le film. Quand ils arrivent là, on peut penser que c'est un être humain. Ça aurait pu être n'importe qui quand ils arrivent là. Quand ils commencent à manger et à... Voilà. Ce n'est qu'après qu'ils se rendent compte que ce n'est pas un être humain et que le Cyclope donc réagit de façon brutale et commence à les manger. Les deux violent en réalité la loi de Zeus, c'est ce qui crée l'opposition. D'ailleurs, la scène est très bien faite, elle est très très réaliste. On vit totalement les émotions de chacun des deux côtés. Moi, c'est une de mes scènes préférées du film parce que justement, c'est hyper réaliste et que je trouve que le Cyclope est très bien interprété parce que même si c'est un monstre, il a un côté très humain. Et ce côté très humain est très frappant parce que justement, c'est profondément voulu par le réalisateur. Le fait que ce soit un monstre et qu'il ait des caractéristiques très humaine renforce le côté réaliste de la philosophie du film parce que dans la vraie histoire, et je crois que plein de gens, parce que je crois que c'est ce qu'on a tous retenu quand on était petit, Ulysse est plus malin que ça. Ulysse, quand le Cyclope l'attaque, je crois, il lui demande comment tu t'appelles. Ulysse répond au Cyclope personne. Et donc du coup, quand Ulysse lui fait boire quelque chose et qu'il tombe, il fait appel à ses frères qui sont les autres Cyclopes à côté. Et ses autres frères lui demandent qu'est-ce qui se passe, sauf que lui il répond personne me tue. Et c'est donc par la ruse, encore une fois, que Ulysse s'échappe du Cyclope, parce que il lui fait dire personne me tue, et donc du coup les autres Cyclopes ne peuvent pas venir le défendre, et c'est donc comme ça que, en vérité, dans la vraie histoire, il s'enfuit. Sauf que ce moment-là, où on voit Ulysse très malin dans la vraie histoire, est supprimé du film pour laisser l'opposition entre eux. Encore une fois, la manière dont tu arrives chez quelqu'un, la manière dont cette personne te reçoit, et la manière dont tu te comportes quand cette personne te reçoit. Et c'est donc comme ça que, maintenant que vous avez eu le Cyclope, vous allez voir que sur tout le reste du film, Nolan a désossé en vérité tout ce qui compose, j'ai envie de dire, les astérix de l'histoire de l'Odyssée pour ne rester que sur ces deux plans-là. À chaque fois qu'on arrive quelque part, on n'a que ces deux plans philosophiques qui s'empoignent. Comment tu arrives et comment je te reçois. Et à partir de ce moment du film d'ailleurs, chaque fois que Ulysse viole la loi de Zeus, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des pertes. C'est-à-dire que on voit des répercussions petit à petit sur son équipage. Ça s'effiloche comme un fil. Et là, il arrive donc chez Circé, qui est une de mes scènes préférées parce que cinématographiquement parlant, elle est magnifique, la scène et tout. Mais en gros, ces soldats vont directement voir cette dame qui est seule. Lui, de son côté, n'y va pas tout de suite, il va ailleurs. Et ces soldats rencontrent la dame. Et dès qu'ils arrivent, ils lui disent on a faim. Elle les regarde. C'est tous des hommes. Et elle leur sert à manger. Quand elle leur sert à manger, progressivement, ils vont tous se transformer en porcs. Ce n'est que plus tard que Ulysse revient. Il se rend compte que ces soldats ne sont pas là, il retrouve Circé, il est encore une fois plus ou moins malin, il risque de manger, et finalement il se rend compte que elle est un peu plus suspecte que ça, et l'actrice qui joue, je crois que c'est Samantha Norton, joue extrêmement bien son rôle, et il y a une tension entre les deux,
Et finalement, donc, Ulysse finit par ne pas manger et faire en sorte qu'elle inverse le sort et qu'elle, c'est cinématographiquement assez impressionnant, qu'elle retransforme les hommes qu'elle a transformés en porcs, en êtres humains. Ça, c'est la scène que je vous raconte comme ça. Christopher Nolan hates women. If you like Christopher Nolan's movies, I'm not mad at you. I've liked his movies too. But once you notice it, you can't unnotice it. All his female characters are the actual worst. And he gets incredible actresses, Oscar award winning, like dynamic actresses, and ruins they might as well not have been there. Mais ce qui est super intéressant dans cette scène et qui la rend extrêmement moderne, c'est que c'est une des seules fois de tout le film où il n'y aura pas de coup à la trahison de la loi de Zeus. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand on regarde la scène, c'est elle qui trahit la loi de Zeus, c'est-à-dire qu'elle ne les accueille pas bien. C'est une espèce d'inversion de la scène de Troie. À Troie, bah, ils arrivent chez les gens et ils se cachent et ils finissent par les tuer. Elle les reçoit normalement et finalement, elle leur donne quelque chose d'horrible pour les transformer en porcs et pour mieux les assouvir. Et normalement, si on suit la logique, je suis censé payer. Sauf que elle, bizarrement, si vous regardez la scène jusqu'au bout, elle ne paye pas le prix. D'ailleurs, il fait exprès à la fin, dans son dialogue, de demander à un des acteurs, je sais pas, il y a un des soldats qui demande à Ulysse, mais en fait c'est une sorcière. Et finalement, Ulysse dit restez, laissez-la, c'est pas grave, on y va. Dans l'histoire originelle, c'est un peu plus long. C'est-à-dire que elle les reçoit bien, ils restent là pendant quasiment 1 an. Et c'est au bout d'1 an et tout, quand ils prennent trop leurs aises, qu'elle finit par les chasser ou les transformer en porcs ou les enfermer avec des porcs. J'ai plus exactement l'idée, voilà. Mais en gros, ce que je pense, et j'ai vu beaucoup de gens d'ailleurs sur TikTok, j'ai vu des gens qui disaient que Nolan est extrêmement sexiste, qui ne propose que des personnages qui humilient les femmes et ce genre de choses. J'ai vu plusieurs TikTokers dire ça, que c'est horrible ces films à cause de ça. Et en fait, Christopher Nolan is the type of misogynistic movie director that doesn't put his women on screen, doesn't give them anything cool to do with their lines, has no direction on how to make them interesting or a full character, but he does not show any rape, he does not show any murder. j'ai trouvé juste dommage parce que je ne pourrais pas en dire plus. Moi, je suis pas une femme et je ne peux pas savoir comment beaucoup de femmes regardent les films, mais j'ai trouvé dommage en fait que cette scène n'ait pas été prise pour ce qu'elle est. Parce que pour le coup, il lui donne raison. Suivant la logique de ce que c'est que la loi de Zeus, cette femme se pense plus vulnérable que les soldats. C'est comme ça, en fait, qu'elle justifie son acte. C'est pas parce qu'elle est une sorcière. Elle le justifie parce qu'elle se dit, ces mecs sont des porcs dans ce qu'ils sont. Ils viennent là comme ça chez moi. Moi, je suis une femme esseulée. Et donc, avant que eux ne me fassent du mal, je préfère leur faire du mal. Et donc, dans les faits, elle brise la loi de Zeus. Sauf que c'est la seule à ne pas le payer. Alors, je ne dis pas qu'elle devrait le payer dans l'absolu, mais dans ce que c'est que la loi de Zeus et dans la manière dont il ficelle le film, on pourrait imaginer qu'elle ait quelque chose par rapport au fait qu'elle ait violé cette fameuse loi. Mais, justement, il lui donne raison. Parce que, en fait, l'idée, c'est de se dire que, et elle le dit dans son dialogue, enfin, il vous le ficelle dans les mots qu'elle sort, qu'une femme ne peut pas être protégée. Enfin, l'hospitalité ne protège pas une femme face à un groupe d'hommes. Et c'est ça, en fait, le message que j'ai trouvé très moderne. Enfin, alors, je sais que, voilà. Mais je trouvais que la manière dont c'était amené est très moderne. Parce que c'est la seule fois quasiment où la loi de Zeus ne fonctionne pas avec Circé. La Xenia est remise en cause. Parce que l'hospitalité ne protège pas une femme. C'est pas parce qu'elle les aurait reçus gentiment qu'ils auraient été cool avec elle. Et donc, il en fait une alliée. Et là, vous allez peut-être me dire, oui, mais on Stevie, après ça, moi, j'ai bien regardé le film. Et il va chez Tirésias aux enfers. Et ensuite, il y a les fameuses sirènes. Mais toute cette partie, justement, continue à montrer. Et c'est d'ailleurs ce que plusieurs critiques américains le disent. Et ils ont raison, d'ailleurs, de dire sur cet aspect-là que c'est un Ulysse coupable. C'est pas le Ulysse du livre victorieux qui malgré comment dire ça, dans l'Odyssée, malgré les étapes, on voit quelqu'un qui a du bagou. Là, on voit un homme qui en fait progressivement perd tout, et il perd tout justement sur le fait qu'il cherche ce que lui-même il a brisé. Quand il arrive chez Tirésias, il lui annonce que ses compagnons de route vont mourir. Et lui essaie de se battre contre ça. Il se dit, bah non, parce que finalement, si j'ai gagné la guerre de Troie, c'est pas pour rentrer seul. Donc, il y a cette idée-là de se dire, mais comment est-ce que je pourrais rentrer seul? Quand il rencontre, sinon, en enfer quasiment, celui-là lui dit, mais comment est-ce que tu as pu m'abandonner? Et c'est très fort ce moment, parce que il a trahi en vérité, sinon. Le soldat qu'il laisse devant le cheval de Troie. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que
ce que Nolan passe beaucoup de temps à nous montrer, c'est l'envers de ce que ça coûte d'avoir gagné 3. Et donc, quand il a la fameuse conversation avec Sinon lui dit, mais comment tu as pu me trahir? Comment tu as pu te comporter comme ça avec moi? Mais moi, je ne savais pas que, tu vois. Et donc, il dit, mais finalement, c'était un mal nécessaire. Mais le mal nécessaire, je suis un mal nécessaire. Et donc, il le ramène à sa propre humanité en se disant, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que tout ça valait le coup? Ensuite, donc, du coup, comme il a vécu ça, il essaie de sauver tous ses soldats, mais pareil, plus il essaie de les sauver, plus il en perd et puis il se retrouve seul, isolé. Et c'est donc là qu'arrive la nouvelle étape de l'hospitalité selon Nolan, qui est en vérité l'étape première. Parce qu'en vérité, quand il arrive chez Calypso, depuis le début, on voit Ulysse avec Calypso. Depuis le début du film, on les a vus ensemble. On ne savait pas qui elle était, on ne comprenait pas exactement ce qui se passait, mais on la voit lui faire manger la fameuse fleur de lotus en lui disant vas-y raconte, en lui permettant finalement de raconter la fameuse histoire. Petit à petit, c'est elle qui lui dit bon vas-y tu peux te raconter. Et il se raconte, Charlize Theron d'ailleurs qui est magnifique dans le film, lui permet de raconter petit à petit son histoire, de se rappeler. Et là encore, il se joue le débat de quoi? L'hospitalité. Parce que là, en vérité, il est captif. Il est captif alors qu'en vérité, il a tout. Pour le coup, on pourrait se dire que c'est un bel atterrissage. Il vit, il mange, il est sur une île avec une femme qui semble l'aimer. Mais en vérité, il est son prisonnier. Il est son prisonnier parce qu'elle avait pleinement conscience que en lui faisant manger la fleur de lotus tout le temps, en fait, elle lui permettait d'oublier son passé et donc de le conserver là. C'est quand elle finit par décider elle-même, parce que c'est elle qui prend la décision que, en fait, finalement, il est resté captif suffisamment longtemps, qu'elle lui offre en fait la possibilité de se rappeler de qui il est, qu'il a une femme, qu'il a des enfants, qu'il a une histoire, qu'il a eu un équipage, et donc de finalement quelque part partir. Et en même temps qu'elle le fait, quelle est la question qu'elle pose et qui est brillante pour le coup? La perte d'identité. Si je vous accueille chez moi, et c'est pour ça que j'ai trouvé le film brillant pour le coup. Si je vous accueille chez moi et que je te gave tellement de belles choses et tout, et que tu finis par oublier qui tu es, est-ce que c'est encore un véritable accueil? Parce que si on y réfléchit, c'est ce que Calypso fait. Elle lui donne tout. L'amour, la nourriture, enfin, elle le gave. Mais le prix de le gaver, c'est d'oublier qui il est en réalité. Et les gens nous insultent Nolan dans les commentaires. Non. Maintenant, Calypso relâche son prisonnier. Et il s'en va, il vague vers le retour chez lui. Mais en même temps, c'est un retour particulier. C'est un retour particulier parce que quand il était chez Thérésia, il s'est rendu compte que Agamemnon a perdu gros en revenant. Certes, il a gagné la guerre, mais en revenant, sa femme n'était plus sa femme, elle l'a trahi, et il a perdu la vie. Et donc finalement, est-ce que cette guerre était nécessaire? C'est une question qu'on voit qu'il le travaille, parce que c'est un homme perdu, c'est un homme meurtri par la culpabilité, même s'il garde encore toute sa vivacité. I mean, the other thing you've done is you sort of crystallize very clearly Zeus's law. L'antique Xenia l'a mieux mise en exergue depuis le début du film, qui est donc dans la propre maison d'Ulysse. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la guerre. Il est parti, guerre de Troie, il s'est battu, il y a des récits autour de lui, mais il est attendu à la maison parce que sa femme attend et tout. Et qu'est-ce qui se passe dans son château? Il y a tous ces étrangers qui sont venus là et qui en vérité usent et malmènent son hospitalité. Sa femme n'est pas en état d'être suffisamment forte pour mettre à dos tous ces hommes-là en même temps. Et eux, en fait, abusent de sa nourriture, de ses terres. Ils se comportent mal. Ce sont vraiment des espèces de gros porcs. Il manque un maître à cette maison. Ils ne respectent pas les valeurs, ils ne respectent pas la civilisation d'Ithaque. Donc en fait, ils ont rien à foutre là. Ils bannissent effrontément donc la loi de Zeus dans la maison d'Ulysse, ce qui ulcère, j'ai oublié le nom de son précepteur, mais qui est très bien joué aussi. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est que tout le long, le principal point d'orgue qui panique Pénélope et Télémaque, le fils d'Ulysse. Qu'est-ce qu'il ferait si en revenant, il voyait tous ses prétendants chez lui? C'est la brisure de la loi de Zeus qui se fait dans leur maison, qui ressemble trait pour trait. Et c'est ça, le parallèle
auquel nous amène progressivement le film, à ce que Ulysse lui-même est allé faire à Troie. C'est pour ça d'ailleurs que Ulysse ne peut pas revenir en conquérant génial. La raison pour laquelle Ulysse ne revient pas en conquérant génial, c'est parce que Agamemnon a été trahi, et donc lui ne voulant pas subir ce que Agamemnon a fait, qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise pour savoir comment ça se passe dans son château, comment est-ce que les gens se comportent dans son château, pour savoir qui est qui, pour repérer plus ou moins l'environnement. Et au moment où il arrive, il y a un stress qui revient à Pénélope. Et c'est quoi le stress? Le roi d'Ithaque va revenir. Ne crois pas ça. Oui. Pénélope ne fait que penser au peuple de la mer, parce que ça fait longtemps que elle attend Ulysse. Et elle se rend bien compte que, comme quand Télémaque est parti voir Ménélas, en fait, il y a une menace qui arrive. Il y a le peuple de la mer, ces gens dont on parle, qui arrivent et qui, en fait, massacrent les peuples, se comportent super mal. Peut-être qu'elle aura besoin, donc, du coup, à un moment donné, d'un homme pour pouvoir être plus forte et consolider son royaume. En même temps, elle n'en a pas envie, mais elle se dit peut-être que ce sera utile à ce moment-là. Et ça lui trotte en tête, le peuple de la mer. Ça trotte aussi dans la tête de son fils qui se dit, bon, comment on va gérer si on est attaqué? Est-ce que papa est en train de revenir? Donc, c'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est les fameux barbares qui traumatisent les populations qui pourraient arriver. C'est donc là que Matt Damon, la plus terrible, en Ulysse, c'est ma cinématique préférée du film parce qu'elle est très simple, mais bon, elle est très hollywoodienne et qu'elle me rappelle aussi le dessin animé et tout, parce que voilà, ce qui se passe après est bien, ouais, voilà quoi. If you return, he'd have to kill him. Like you will. Notre héros, il est de retour, il parle avec Pénélope, il se fait laver les pieds, la servante le reconnaît, et finalement elle impose le fameux challenge où il faut passer la flèche entre les 12 archers, je crois. Boum, il est le seul à le réussir, il a enfermé tous les prétendants au même endroit, et lui et Télémaque vont réussir progressivement à les défoncer. Maintenant, à ce stade de la vidéo, nous venons de voir Ulysse terrasser tous les prétendants de sa femme et tout. Et il va dans ses bras et belle image. Certains ont pleuré d'ailleurs. Je crois que certaines personnes ont pleuré à ce moment-là. Et du coup, j'ai fait de mon mieux pour vous le représenter et tout. On a vagué dans les mers et tout avec lui. La question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir comment on était à l'école, comme ma prof, Madame Jeanne, là. Bonjour, madame. J'espère que vous allez bien. Si vous passez par là. Comme ma prof, Madame Jeanne, c'est de savoir c'est qui le peuple de la mer. On va le faire comme à l'école, c'est qui le peuple de la mer? Oui, mais oui, oui, et c'est là où le film est brillant. Et c'est là où j'ai choisi cet angle dans la chronique où on n'est pas revenu sur juste le jeu d'acteur, on est revenu sur le sens philosophique du film parce que c'est exactement à ce moment-là qu'il est brillant, parce que vous comprenez à ce moment-là que le peuple de la mer, c'est Ulysse et son équipage. En vérité, quand eux ils quittent Troie, qu'est-ce qu'ils font? Et on les voit le faire. Sauf que dans notre esprit, comme ils sont les héros de Troie à la base et comme Ulysse est censé être un héros, on ne le comprend pas tout de suite. Mais ils vont aller chez d'autres personnes, ils vont aller là-bas tabasser pour pouvoir prendre leur nourriture, montrer du muscle et tout. Et progressivement, ils vont mourir. Mais le message qu'ils donnent en violant à chaque fois la loi de Zeus, c'est qu'il y a des gens là-bas dans la mer qui sont des personnes violentes, qui ne respectent pas nos lois et qui vont se rapprocher de nous. Et donc, du coup, en les attendant, on est prêt. Et tout le film se joue sur le fait de se dire, est-ce qu'ils vont arriver et tout. Dans l'Odyssée, dans le livre, le peuple de la mer existe. Mais dans le film, c'est ce qui est brillant, le peuple de la mer, c'est justement Ulysse, c'est ce qu'il a créé. Le fait d'avoir conquéri est devenu une sorte de malédiction. Et je sais que peut-être là tout de suite certains vont me dire oui mais Stevie, comment tu le sais? Est-ce que tu as parlé avec Nolan? C'est dit dans le film. No one could stand between me and home. Not even the gods. C'est dit dans le putain de film. C'est fou d'ailleurs, et ça me saoule, c'est pour ça que les polémiques autour de ce film me saoulent, parce que en vérité, mon principal reproche au film de Nolan, c'est le fait justement qu'on dise tout. On dit trop tout. Et justement, quand Ulysse rentre, Pénélope en magnifique Anataoué lui dit « You are the people from the sea ». Do you think life goes back to the way it was?
Elle comprend que c'est son mari, le gars qui a fait en sorte que elle ait peur depuis 20 ans. Et c'est pour ça que qu'est-ce qui se passe? Aide-moi à rentrer chez moi. Oui, il est exilé. Il repart dans la mer. Pourquoi? Parce qu'il culpabilise d'avoir complètement changé le monde. Et encore une fois, c'est dit, en fait. D'ailleurs, vous l'entendez parler. C'est mon seul reproche à ce film. Je trouve que on dit trop. On montre trop. On parle beaucoup. Limite, des fois, je me dis, est-ce que Will était là quelque part? C'est-à-dire que Ulysse est exilé, c'est ça en fait, cette espèce de truc qui est romantisé en fait, oui, je vais te prendre, on va aller jusqu'au bout de la mer. Non, finalement, il finit par prendre sa femme et à s'exiler, alors que dans la vraie histoire, en fait, il reprend le trône parce que il est coupable d'avoir complètement changé la dynamique du monde. La loi de Zeus, c'est un contrat social. C'est le contrat social de l'époque qui dit que, je suis en sécurité avec l'étranger parce que n'importe qui, n'importe où, accepte de recevoir quelqu'un parce que je prends le risque, et la phrase est répétée à plusieurs reprises dans le film, de me dire que tu es un dieu déguisé. Si tu es un dieu déguisé, tu ne vas pas me faire de mal, tu vas respecter les règles de chez moi et de la même façon, moi, je vais t'accueillir et je vais te donner ce que j'ai comme capacité d'hospitalité en fait. C'est le contrat qui existe et qui régit les sociétés, qui fait en sorte que, comme je vous l'ai dit au début, en fait on réussit à s'entendre parce que je suis capable de faire confiance comme ça à n'importe qui partout sur la planète tant que je sais que en fait il va respecter mes traditions et moi je serai capable de lui donner ce que j'ai en retour, mes capacités d'hospitalité. Sauf que justement, et c'est ça qui est hyper intéressant donc dans le film de Nolan, Troie change tout. La guerre de Troie qui est vue comme cette espèce de ruse suprême, sublime dans l'histoire, en fait, dans le film de Nolan revient la destruction de la loi de Zeus et à partir de là, en vérité, vu que il a fait rentrer le cheval chez les Troyens et que les Troyens, en fait, ont vécu l'humiliation, la blessure, ils ont perdu la guerre parce qu'ils ont fait confiance. En fait, le monde entier s'est retrouvé détruit par cette idée. L'autre ne peut pas être une menace. Et tout le reste du film vous montre ça à chaque étape. Il a choisi de reprendre le spectre de l'Odyssée, mais le spectre de l'Odyssée est toujours vu sur le fait que quand on arrive chez le Cyclope, lui n'est pas capable de recevoir les étrangers. Il ne pense pas que les étrangers méritent une protection, donc lui, il est violent. Ensuite, quand on passe chez Circé, Circé se protège parce qu'elle se dit que avant que lui ne me tue, je vais le tuer. Calypso se dit, pour que je puisse t'accueillir et pour que je puisse vivre avec toi, il faut que tu effaces ton passé. Il faut que tu t'assimiles. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transposé toute l'historique de la Grèce antique dans un truc relativement moderne. Et c'est pour ça d'ailleurs que toutes les critiques qui sont dithyrambiques aussi bien de droite que de gauche m'ont profondément surprise, voire m'ont aussi rendu très humble sur ma propre autocritique. Parce que ce que je voulais faire comme critique sur le film de Nolan, je suis pas rentré dans le jeu d'acteur, les lumières et tout ça, parce que j'ai trouvé le film assez gris. Moi, ça m'a frustré, je trouve que le film est assez grisonnant. Je trouvais que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus coloré. Et j'ai trouvé qu'il manquait un peu d'humour aussi. Bon, après, c'est moi. Je trouve que les Grecs sont un peu plus humoristiques que ça. Mais finalement, c'est bien joué, bien réalisé. J'étais passionné par la manière philosophique de l'histoire. Et mon reproche de tout à l'heure, c'est que je trouvais que ça parlait trop. Trop de... Je suis un spectateur, je vois, je comprends. Mais finalement, quand j'ai vu les polémiques, je me suis dit non, en vérité, il a compris dans l'époque dans laquelle nous sommes. Parce que je vois, par exemple, des journalistes, des polémistes qui font déjà... Quand je vois Eric Nolot dire que je vais faire une critique pour montrer à quel point ce film est woke, machin, je trouve que... ce n'est pas vrai. Parce que justement, le film ouvre les deux lectures. Il ouvre les deux lectures parce que oui, il critique la conquête. Il critique le fait que si tu arrives chez les gens, tu te comportes mal, tu te casses et tu prends tout. Ce qu'on voit très bien, ce qu'ils ont fait à Troie, ce que les prétendants font à Pénélope, ce que Agamemnon subit quand il rentre chez lui, c'est-à-dire que la guerre, la conquête n'est absolument pas récompensée dans le film. Au contraire, tu paies à chaque fois les conséquences. Chaque fois que tu pars quelque part et que tu écrases, le film montre que tu vas payer directement les conséquences. Donc oui, sur cet aspect-là, on peut penser dans notre époque que c'est une manière de critiquer de façon violente et verte les conquêtes, la guerre, les peuples qui ont été à l'origine de ça. C'est la première lecture. Mais la seconde lecture, qui est tout aussi véridique dans le film, c'est qu'il te dit dans le même temps, il faut respecter les traditions. C'est-à-dire que la règle ne tient pas
de l'un sans l'autre. À chaque fois, dans le film, pour que tu sois bien reçu, il faut que tu respectes les traditions de l'autre. Et sur cet autre plan-là, le côté tradition, respect de la civilisation, respect de l'environnement dans lequel tu viens, ben, on retrouve totalement un thème de droite. Donc en fait, je suis assez perdu quand je vois des gens nous expliquer que c'est un film hyper woke, horrible, ou pire encore, que c'est un film hyper conservateur. Je trouve justement que la ligne est assez finement mêlée, assez finement amenée pour que ce soit un miroir propre de notre société. C'est-à-dire que quand tu regardes, tu réussis à voir Calypso, je trouve que ça fait beaucoup appel à des peuples occidentaux. Alors, déguisé sur une histoire d'amour, la manière dont elle se comporte avec les fleurs de lotus, là, tu vas oublier, ça rappelle le concept de l'assimilation. Et d'ailleurs, parce que je sais que certains vont me dire, mais Stevie, tu vas bien trop loin, le film ne va pas aussi loin. Et bah, après avoir vu le second film, j'ai regardé une interview de Nolan, parce que au cas où vous auriez vraiment pas vu qu'il vous a tout dit et il vous a trop dit ça dans le film, bah en fait il confirme les propos, il confirme l'analyse, il dit les gens ont besoin de voyager, de commercer et chacun se retrouve à la merci des inconnus. La règle d'or, c'est l'idée qu'on voudrait que les autres nous traitent comme on voudrait être traités. Donc, il reprend à son compte la loi de Zeus qu'il applique au monde moderne dans son film et il dit le monde moderne nous rappelle de manière effrayante que ces choses-là ne changent pas et pour pouvoir compiler sur le fait de sanctionner la violence, la conquête, l'esclavagisation et ce genre de choses, il dit les abus ont de terribles conséquences, la vengeance et la violence ont un prix. C'est pour ça que personne quasiment dans ce film qui n'a été violent ou qui ne s'est vengé n'a gagné, hormis Circé, parce que elle est partie du principe que l'abus des hommes dans une hospitalité féminine était limite un acquis. Donc de fait, elle devait se défendre. À la question de savoir est-ce qu'une civilisation doit accueillir les étrangers, le film répond oui. Enfin, voilà. À la question de savoir si l'étranger peut se comporter n'importe comment quand le film répond non. I mean, the other thing you've done is you sort of crystallise very clearly Zeus's law. Yeah. Can you tell me about it? I mean, and how you see it? Because it's articulated very clearly in the film. Well, thank you. Yeah, as I was really going back to the poem and looking at, okay, what fuels all this? What's sort of there behind it? You have this concept of Xenia. We don't refer to it as Xenia in the film because I think that would be confusing. So we just refer to it as Zeus's law. But it's that idea that, you know, you might look like a humble beggar, but you could be a god in disguise. And that becomes the theological underpinning for a society that saw gods everywhere. Gods walked amongst us back then in everybody's estimation. It becomes the theological underpinning of the golden rule, of the idea that, you know, treat others as you would be treated, and that being the glue that binds society together. The more I thought about it, the more that became important to the project, because the more you realize that, yeah, back then, leaving the house for more than, you know, a day or two, you're by definition throwing yourself at the mercy of strangers. And society can only function with respect for strangers. The more you look at it, the more we talked about it, the more we started bringing the project together, the more you realize nothing's changed. We're just as dependent on that. Nothing's changed in that regard. And so it's a point of connection with this text of 3,000 years ago that isn't just a great adventure story, but it's also a kind of ethical and moral foundation that connects us to a very different time. It's more acute than ever. I think so. Arguably now, with immigration as the issue around the world. Et ce que j'ai aimé, c'est que tout le monde a une bonne raison, en vérité, de faire ce qu'il fait. C'est pas des gens fous. Ulysse, bah, il avait raison pour lui de détruire Troie avec son idée du cheval, mais après, quand il devient étranger, il estime qu'il doit avoir la loi de Zeus partout. Le Cyclope, bah, il se sent bien parce que c'est des gens qui sont rentrés chez lui sans son autorisation, donc il veut les tuer. Circé, bah, vous savez pourquoi, bah, c'est une femme, voilà. En fait, chaque personne a toujours une bonne idée de contredire la loi de Zeus. C'est pour ça, d'ailleurs, que tous ces gens-là sont super modernes. Mais à la fin, la chose qu'ils oublient, et la seule chose qui leur permet de faire civilisation, c'est que le contrat social n'existe que quand tu es capable d'accueillir l'autre et de respecter ses limites de la même façon que lui serait capable de t'accueillir en respectant tes limites. Et c'est pour ces raisons-là que c'est un film qui va dépasser notre époque de malades mentaux, là, où les gens ne savent plus faire la nuance et où les gens se sont arrêtés sur l'élément le plus banal du film. Vous voyez le fait que
ils se soient tous arrêtés à débattre de savoir s'il y avait un noir chez les Grecs, ou derrière, caché, je sais pas trop quoi, si Hélène de Troie est représentée par Lupita Nyong'o, s'il y avait un homme trans qui jouait un homme, et s'il y avait des Asiatiques dans le bateau, est véritablement la preuve que déjà, je pense vraiment que pour beaucoup de personnes, le racisme est une maladie mentale. Petit accent, Mamadou pour terminer, on va... Enfin Mamadou, pourquoi je vous appelle Mamadou, c'est Dieudonné, excusez-moi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui déconne. Parce que j'arrive pas à comprendre comment on peut autant être focalisé sur la couleur de peau si on n'a pas un problème vraiment grave. Mais qu'ils ont rien compris au film et rien compris à l'époque dans laquelle nous vivons. C'est de plus en plus difficile si nous assumons être des civilisations, surtout en Occident, justement en Occident, parce que, et c'est le droit d'un auteur, d'un réalisateur, d'un producteur d'adapter le film comme il veut l'adapter, déjà c'est un droit, mais en plus, là je trouve que c'est super intéressant ce qu'il a fait. Le fait que il y ait des personnages noirs, d'ailleurs il dit que Travis Scott il l'a pris parce que Travis Scott est un rappeur dans l'ère moderne. J'ai vu que ça fait hurler les gens. Et Travis Scott joue un poète dans le film. Mais c'est justement ça. C'est que si vous les transposez dans l'ère moderne, la couleur de peau n'est pas constituante d'une civilisation extérieure. Elle est constituante d'une civilisation commune. En fait, Hélène de Troie est noire et avec Mélénas, il y a des noirs dans le royaume d'Ulysse, il y a des noirs dans ou des asiatiques dans chacun des équipages, et de façon même assez banale des fois, parce qu'ils ne constituent pas une autre société. Ils sont constituants de chacune des différentes civilisations. Et comme ils sont constituants de chacune des différentes civilisations, la question qui est posée dans le film n'est pas de savoir si vous vous séparez sur la couleur de peau. Elle est de savoir comment chacun respecte la civilisation de l'autre. Et donc, de fait, elle devient moderne. Si vous venez là, surtout les gens en France, là, qui viennent là, qui s'assoient et qui commencent à dire que, oui, mais j'ai vu un noir, mais tu es bête ou bien tu fais exprès, en fait? Tu es bête ou quoi? Non, mais quand un Français s'assoit, et je suis vraiment désolé d'être grossier, mais à un moment donné, il faudrait peut-être que je sais pas, peut-être qu'il y a un problème dans les cours en France, en fait. Je comprends pas. Imaginons qu'en France, par exemple, je prends un exemple, je fais une digression, on sorte toutes les personnes d'origine africaine en France. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont venues en Afrique, on les fasse partir de la France. Imaginons. Moi, même si tu es africain deuxième, troisième génération, on part. Tous les noirs, arabes, là, on dégage. Chaque minute, il y a un bébé français qui aura des origines noires, asiatiques, corse. La France est présente sur 5 continents dans le monde. Donc, les Français de toutes couleurs naissent à chaque minute. Donc, Le plus grand anacronisme qui saute aux yeux, c'est que c'est la société américaine. Si vous voulez, c'est que l'équipage d'Ulysse, vous avez des Asiatiques, des Africains, des Pakistanais. Donc c'est le melting pot américain. C'est le melting pot américain. Ce qui n'était pas le cas des Grecs. Non, pas du tout. Inventé, effectivement, Et quand on arrive la notion d'étranger et de quand on arrive à Ithaque, l'Aède, qui s'appelle Fémion dans l'épopée, mais qui est un petit peu un des doubles d'Homère, est un rappeur afro-américain. Alors moi je veux bien, mais c'est peut-être des concessions aux minorités visibles, etc. Hero who's traveled so far and so wide and is unraveled and tell me news of that hero who's gotta be tired as hell all because of the Odyssey. Et c'est là où la diversité du casting est intéressante, parce que justement, comme le message est civilisationnel, il ne s'engage pas à savoir tu es noir ou pas. Il s'engage à savoir comment tu reçois et comment tu accueilles. Aujourd'hui, on voit bien, et on le voit dans quasiment toutes nos analyses, que, en fait, il y a de plus en plus de xénophobie, les gens ferment de plus en plus leurs portes, mais ils ferment pas simplement leurs portes aux noirs et aux blancs. Les noirs aussi se ferment les portes entre eux, on voit en Afrique du Sud. Il y avait d'un côté les Sud-Africains et de l'autre les étrangers. Enfin, il y a de plus en plus ce vent de xénophobie, et donc dans un vent de xénophobie, la question que pose l'Odyssée est de savoir comment tu accueilles, quelles sont les raisons qui font en sorte que tu accueilles, pourquoi tu le fais, et pourquoi même quand tu te justifies, tu te glorifies, ou alors tu t'excuses d'avoir utilisé la violence pour pouvoir conquérir des peuples, en fait ça a des conséquences. Help me go home. Et ces conséquences, tu peux les vivre des années plus tard. Who's looking after your wife and son?
on n'y peut rien, c'est la réalité. Hein? Non? Bon, bref. Bon, bref, moi, je trouve que le film est brillant. Il peut avoir des incohérences sur certains aspects, des trucs que j'aurais peut-être voulu voir de façon plus précise, mais globalement, je trouve que c'est un film brillant qui va bien vieillir. Je suis d'ailleurs assez content de voir qu'il a beaucoup de succès, parce qu'au-delà de l'aspect divertissement, il parle profondément à notre époque et il nous remet en question sur des questions très bêtes. Parce que même dans les relations humaines, vous êtes en couple, tout le monde a toujours l'impression que j'ai fait ça bien, toi tu n'as pas compris, machin, mais en vérité, la seule raison qui fait en sorte que deux personnes marchent ensemble, c'est le moment où elles décident qu'on va marcher ensemble. Parce qu'il y a toujours une bonne raison de se quitter. Il y a toujours une exceptionnelle raison de se quitter ou de se faire la guerre. Mais si on finit par se dire que bon, tant que c'est pas trop grave, on marche ensemble, ça peut fonctionner. Et donc, de façon plus générale, ce qu'il ouvre dans l'Odyssée, c'est ça, la loi de Zeus. On parlait dans le langage music feelings. Pour lui, la graine de la haine de l'Odyssée, c'est le cheval de Troie. Dans l'histoire normale, en fait, c'est la conquête, c'est le sublime, c'est la ruse. Mais non, le fait de tuer des gens, de leur prendre leur terre alors qu'ils t'ont tendu la main et qu'ils t'ont accueilli simplement en pensant que c'était un objet de paix, en fait, ça aura des conséquences parce que tu vas nourrir en toi une sorte de rage. Toi-même, tu vas devenir le pilleur d'autres pilleurs. Et en étant le pilleur d'autres pilleurs, quelqu'un voudra te rendre l'appareil un jour. Like some sniveling bastard. Et en fait, ça n'en finit jamais. Voilà. La graine de la haine, tu sais toujours quand tu la plantes, tu ne sais jamais quand elle s'arrête. C'était ma chronique de l'Odyssée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me donner tous vos avis, comme je vous ai donné les miens. Les chroniques de films, souvent, je les fais en one-shot, un peu sur le show. J'ai dû regarder le film une deuxième fois pour la faire. Mais il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, donc n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Pour les fans de l'Odyssée, il y a peut-être des choses que j'ai omises, parce que bon, ça remonte quand même maintenant à beaucoup d'années, hein. Waouh! Waouh! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et pour se prouver qu'on est toujours en vie, je vous propose à la fin de cette vidéo de se pincer en chantant du Whitney Houston. Voilà. Moi, je me pince. Je crois que je suis mort. Et il n'y a rien à dire, je suis mort. On est en enfer. On peut faire tout ce qu'on veut, en vrai. On peut faire tout ce qu'on veut. On est en enfer. À toutes. Et dites-moi tout dans les commentaires, dites-moi tout. Et dites-moi tout dans les commentaires sur la loi de Zeus, Xenia, comment ça fonctionne, comment c'est intégré dans le film. Je veux vous lire.